Chers étudiants, bonjour. Donc, je vais essayer de corriger l'exercice 1 de la série numéro 1. Puis, je corrige un exercice similaire qui a été posé à l'examen de rattrapage 2018-2019. Donc, ces deux exercices portent sur les énergies de liaison et de séparation. Et avant de commencer, on va, si vous voulez, rappeler ces deux notions-là. Donc, je commence par l'énergie de liaison. Donc, comme vous savez, la formation d'un noyau est un phénomène exo-énergétique et vous savez également que l'énergie d'un noyau est toujours inférieure à la masse de ses constituants, c'est-à-dire protons et neutrons à l'état libre. Et la différence de masse, ça définit ce qu'on appelle le défaut de masse et également l'équivalent en énergie du défaut de masse, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison totale. Donc, je peux définir l'énergie de liaison totale comme étant l'énergie qu'il faut fournir pour décomposer ou bien pour dissocier le noyau en ses protons et neutrons à l'état libre. Je peux le définir d'une autre manière, c'est l'énergie qui est libérée par un système de Z protons et N neutrons, supposés d'abord infiniment éloignés les uns des autres lorsqu'on les rapproche pour constituer un noyau. Donc B total, ça va être tout simplement, pour un noyau qui contient Z protons et N neutrons, c'est égal à Z fois MH plus N Mn moins M Zn. D'accord? Vous voyez que ce noyau-là, il est constitué par Z protons et N neutrons. D'accord? Mais ça, c'est, si vous voulez, les deux là sont des constituants de ce noyau et la masse du noyau, si vous voulez, comme on l'avait toujours dit, est inférieure à la masse de ses constituants. Donc, je peux définir aussi ce qu'on appelle l'énergie de liaison moyenne. C'est l'énergie qu'il faut fournir en moyenne pour arracher un nucléon du noyau. Donc, c'est tout simplement l'énergie de liaison totale divisée par le nombre de nucléons. Donc, cette quantité-là, ça vous rappelle la courbe d'Aston qu'on va la revoir. Donc, la courbe d'Aston, ça représente la variation de l'énergie de liaison moyenne B sur A en fonction du nombre de masses A du noyau. Donc, on constate, si vous voulez, que ce B moyenne varie régulièrement, sauf pour les noyaux légers. On remarque des irrégularités remarquées. On a des maximums aigus pour A égale 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Et ça, ce sont des noyaux qui sont des noyaux pair-pair, c'est-à-dire ils ont un nombre de neutrons pair et un nombre de protons pair. D'accord? Donc, on constate que pour les noyaux légers, l'énergie de liaison moyenne, ça varie entre 2 et 5 MeV. D'accord? Ensuite, ça augmente et on constate, si vous voulez, comme j'ai dit, les irrégularités. Ensuite, par la suite, on constate que l'énergie de liaison, ça varie entre 8,5 jusqu'à 8,7 MeV. D'accord? Vous constatez que dans cette zone-là, jusqu'à 100, pratiquement, l'énergie de liaison moyenne est constante. D'accord? Ça passe par un maximum dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone du fer-nickel, où ça va atteindre la valeur 8,7 MeV. Ensuite, ça décroît lorsque le nombre de masses A augmente, c'est-à-dire les noyaux lourds, et on obtient, par exemple, pour l'uranium, une énergie de liaison moyenne de l'ordre de 7,3 MeV. Donc, ce qu'on peut dire également, c'est que pour les noyaux qui ont le nombre de masse A faible, c'est-à-dire ces noyaux-là, ils peuvent accroître leurs énergies de liaison en fusionnant, donc ils peuvent subir le phénomène de fusion. Et pour les noyaux lourds, c'est les noyaux qui ont un nombre de masse A très grand, vous voyez que ces noyaux-là peuvent aussi accroître leurs énergies de liaison moyennes en subissant le phénomène de désintégration, par exemple alpha, ou bien là, carrément la fission. Donc, je passe maintenant à l'énergie de séparation. La définition, comme vous le savez, c'est l'énergie qu'il faut fournir pour arracher un nucléon ou bien un groupe de nucléons d'un noyau. C'est aussi l'énergie libérée lorsqu'une de ces particules est capturée par le noyau. D'accord? Donc, l'énergie de séparation d'un neutron, par exemple, sera définie comme suit. Donc, Sn égale mzn-1 plus mn
moins MZN. On a arraché un neutron à ce noyau-là et il nous a donné, si vous voulez, ce noyau MZN-1 et un neutron. Donc vous voyez que ça, ce sont des constituants de ce noyau. Et comme on l'avait dit, donc la masse d'un noyau est inférieure à ses constituants. Donc cette différence-là, c'est ce qu'on appelle énergie de séparation d'un neutron. Donc on peut exprimer, si vous voulez, cette énergie de séparation pour un noyau AZ ou bien SZN comme en fonction de l'énergie de liaison totale. Pour ce faire, vous n'avez qu'à calculer l'énergie de liaison de ce noyau total et l'énergie de liaison totale de ce noyau. Donc si vous faites ça, vous trouvez B total pour le noyau ZN, c'est ZMH plus NMN moins MZ, etc. Et B total pour le noyau ZN-1, donc c'est ZMH plus N-1, parce que j'ai N-1 neutron. Donc N-1 neutron moins le noyau, c'est-à-dire ce noyau MZN-1, c'est carré. Donc si je fais la différence 1 moins 2, je vais avoir ZMH moins ZMH, ça va s'annuler. NMN moins N-1, MN, ça va me donner MN. Ensuite, j'ai ici moins MZN moins moins. Donc à la fin, je vais obtenir BZN moins BZN-1, ce n'est rien d'autre que MZN-1 plus MN moins MZN, c'est-à-dire cette quantité-là. Donc je peux dire que SN, ce n'est rien d'autre que la différence des énergies de liaison totale BZN moins BZN-1. Je peux faire la même chose pour calculer l'énergie de séparation d'un proton. Donc SP pour un noyau qui contient Z protons et neutrons. Donc ça va être MZ moins 1N plus MH moins MZN. Donc ce noyau-là, il est constitué par ça plus ça. Donc ça veut dire ce noyau-là, à ce noyau, on a arraché un proton. Donc vous voyez que le N reste constant parce qu'on a arraché, si vous voulez, un proton. Maintenant, pour calculer l'énergie de liaison, cette énergie de séparation en fonction de l'énergie de liaison, donc je n'ai qu'à exprimer l'énergie de liaison de ce noyau, ensuite l'énergie de liaison de ce noyau, et si je fais la différence, je constate que SP, ce n'est rien d'autre que BZN moins BZ-1N. D'accord? Ça, ici, pour le neutron, c'était N-1, maintenant c'est Z-1, mais N reste constante. Donc, je peux faire la même chose aussi pour calculer l'énergie de séparation d'une particule alpha, ça veut dire on a arraché un groupe de particules, si vous voulez, au noyau. On a arraché carrément une particule alpha. Donc l'énergie de séparation de la particule alpha, ça va être la masse des constituants, c'est-à-dire mz-2, n-2, plus la masse de la particule alpha, moins la masse du noyau Zn. Donc ça, c'est le noyau initial. On a arraché à ce noyau-là une particule alpha et on a obtenu ce noyau final. Donc c'est la masse du noyau final plus la masse de la particule alpha moins la masse du noyau initial. Donc je peux faire la même chose si je veux exprimer ça en fonction de l'énergie de liaison totale. Donc je peux écrire l'énergie de liaison totale de ce noyau. Vous voyez que pour la particule alpha aussi, c'est une particule, c'est l'hélium. Donc il a une certaine énergie de liaison totale. Donc je peux calculer l'énergie de liaison totale ici et l'énergie de liaison totale pour ce noyau. Et on va obtenir à la fin, si vous voulez, S alpha qui est égal à BZN moins BZ-2N-2. Hein? On a arraché 2 neutrons et 2 protons, moins B de 2, c'est-à-dire B de la particule alpha. Donc voilà, si vous voulez, pour ces énergies de séparation, ils peuvent être exprimés en fonction de l'énergie de liaison totale ou bien ils peuvent être exprimés en fonction des masses. Donc, ce que je peux ajouter sur ces énergies de séparation, c'est que d'après l'étude systématique, que je ne présente pas ici, systématique de l'énergie de séparation, il semble qu'il existe un effet sur Sn et Sp, c'est-à-dire l'énergie de séparation des protons, des neutrons et des protons, et qui est due à l'appariement des nucléons. Et cet appariement-là, il produit une grande stabilité des noyaux qui sont pair-pair. Donc les noyaux qui ont Z pair et N pair, on a constaté, si vous voulez, que l'énergie de séparation est plus grande vis-à-vis, si vous voulez, des noyaux qui ne sont pas pair-pair. Donc, si on veut résumer ça, donc pour un noyau qui contient, par exemple, N données de neutrons, si j'étudie maintenant l'énergie de séparation d'un proton, je constate que l'énergie de séparation d'un proton sera la plus grande pour Z pair que Z impair. On peut faire la même chose. Maintenant, si j'ai un noyau et je fixe le Z, c'est-à-dire le nombre de protons est fixé, donné, et j'étudie l'énergie de séparation des neutrons, donc je constate que l'énergie de séparation d'un neutron sera plus grande si le nombre de neutrons est pair
que si le nombre de neutrons est impair. Donc à chaque fois que j'ai un nucléon célibataire, donc il sera très facile d'arracher du noyau. Donc voilà, donc on passe maintenant au premier exercice. Donc le premier exercice, on vous dit le tableau suivant donne les valeurs de l'énergie de liaison B à Z pour l'oxygène 16 et 2 de ses isotopes et 2 de ses isotones. Donc on vous donne l'oxygène 15, l'oxygène 16, l'oxygène 17, l'azote 15, l'oxygène 16 et le fluor 17. On vous donne les énergies de liaison totales donc correspondant à chaque noyau. Donc la question qu'on vous demande ici, écrire les expressions des énergies de séparation d'un proton Sp à Z et d'un neutron Sn à Z en fonction de B à Z, B à moins 1 Z et B à moins 1 Z moins 1. D'accord? Donc d'après ce qu'on avait dit dans le rappel précédent, on avait dit que l'énergie de séparation du proton, ce n'est rien d'autre que l'énergie de séparation, ce n'est rien d'autre que la différence des énergies de liaison. Pour l'énergie de liaison, donc dans ce cas-là, je vais avoir S proton pour le noyau AZ, ça va être B du noyau AZ moins B A moins 1, Z moins 1. Là, j'ai arraché un proton. Donc Z, c'est Z moins 1. Et automatiquement, le A, c'est A moins 1. Vous voyez que parfois, on exprime SP, SN en fonction de AZ, ou bien ZN, ou bien AN. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, lorsque j'ai séparation, par exemple, d'un proton, donc le Z, ça va diminuer de 1 et le A diminue de 1. Lorsque j'ai séparation d'un neutron, j'ai le A qui va diminuer de 1. Et le Z reste constant, donc c'est le N qui a diminué, d'accord? Le N, on ne le voit pas ici, donc dans ce cas-là, vous voyez que SP à Z, ça va être B à Z moins B A moins 1, Z moins 1. Et pour l'énergie de séparation d'un neutron, ça va être égal à B à Z moins B A moins 1, Z. Vous voyez que le A a diminué de 1 parce que le nombre de neutrons a diminué d'une unité. Donc la deuxième question, on vous dit quels sont les SP et les SN qu'on peut déduire de ce tableau. Que peut-on dire sur la stabilité relative des noyaux concernés? Donc pour répondre à cette question, donc vous avez SP qui est ici, SN qui est là. Donc pour calculer ce SP et ce SN, je dois disposer de B de ce noyau et B de ce noyau-là. La même chose ici, je dois avoir B de ce noyau et le B de ce noyau. Si je ne dispose pas par exemple, le B pour A-1, Z-1, donc je ne peux pas calculer SP à Z. Donc je n'ai qu'à regarder ici et voir quels sont les noyaux pour lesquels je peux calculer SP et quels sont les noyaux pour lesquels je peux calculer SN. Donc si je prends l'oxygène 15, vous voyez que j'ai ici 8 protons et 7 neutrons. D'accord? Donc si j'arrache, si j'enlève, si vous voulez, un proton ici, ça va me donner le 7 ici, donc ça va me donner l'azote 7, d'accord? Et ici, ça va être 14. L'azote 14, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas calculer l'énergie de séparation de ce noyau. Ce noyau-là, je peux calculer parce que si j'enlève un proton, donc je vais avoir l'azote 7 et ici 15. Donc l'azote 15, je l'ai ici, donc j'ai son énergie de liaison totale. La même chose, l'oxygène 17, si j'enlève un proton, ça veut dire que je dois obtenir l'azote 16. L'azote 16, je ne l'ai pas ici, donc je ne peux pas calculer l'énergie de séparation pour ce noyau. La même chose ici, si j'enlève un proton, donc ça va me donner le carbone 14. Le carbone 14, je ne l'ai pas ici, donc je ne peux pas le calculer. Par contre ici, si j'enlève un proton, ça va me donner 8, donc ça va me donner l'oxygène 16. L'oxygène 16, je l'ai ici, d'accord? Donc vous voyez que je peux calculer SP uniquement pour l'oxygène 16 et le fluor 17. La même chose pour le SN. La même chose pour SN, je peux le calculer pour l'oxygène 16 parce que vous voyez que j'ai 8. Donc si j'arrache un neutron ici, il va me donner l'oxygène 15. L'oxygène 15, je l'ai ici. D'accord? Et pour l'oxygène 17, vous voyez que si j'enlève un neutron, donc ça va me donner l'oxygène. Donc ça c'est donc ici j'ai dit je peux le calculer. Ici, je peux le calculer ici, je peux le calculer là, mais pour les autres, je ne peux pas. Par exemple, si je prends celui-là, si j'enlève un neutron, ça va me donner l'azote 14. L'azote 14, je ne l'ai pas. Et pour le fluor, je ne peux pas, parce que si j'enlève, ici j'ai 9, ici j'ai 8. Si j'enlève ici, ça va me donner le fluor
Fluor 16. Le fluor 16, on ne l'a pas, donc je ne peux pas calculer ça. Donc je peux le calculer pour l'oxygène 16 et pour l'oxygène 17. Voilà, maintenant donc je reviens à la correction. Donc si je calcule donc pour l'oxygène 16 SP, donc c'est B16 8 moins B15 7, donc c'est 12,2. Je peux le calculer aussi pour le fluor 17, donc j'obtiens 0,5 MeV. SN, je peux le calculer pour l'oxygène 16, donc c'est 15,8. Et je peux le calculer SN pour l'oxygène 17, ça me donne 4 MeV. Donc la deuxième question, on vous dit, que peut-on dire sur la stabilité relative des noyaux concernés? Donc si je regarde bien, ça c'est l'oxygène 16 et ça c'est le fluor. Donc l'oxygène 16 ça contient 8 protons, 8 neutrons et le fluor contient 9 protons et 8 neutrons. Donc ça c'est un isotone. Donc l'oxygène, le fluor 17 c'est un isotone de l'oxygène 16. Donc je constate que l'énergie de séparation d'un proton ici c'est 12,2. Par contre ici il me faut uniquement 0,5 MeV pour arracher un proton. Donc ça l'isotone, donc l'énergie de liaison, l'énergie de séparation du proton pour l'oxygène 16 est plus grande comparée à son isotone suivant. On peut l'exprimer d'une autre manière. Vous voyez que l'oxygène 16 là c'est un noyau qui est pair-pair et ici c'est un noyau pour le fluor, c'est un noyau qui est impair-pair. D'accord? Vous avez un proton célibataire, donc ce sera très facile si vous voulez d'enlever un proton de ce noyau. Donc c'est pour ça l'énergie de séparation est très faible. Par contre ici j'ai un noyau pair-pair qui est très stable, donc son énergie de séparation ça va être plus grande. Maintenant, l'énergie de séparation d'un neutron, donc pour l'oxygène 16, donc là, vous voyez, là c'est la même chose, j'ai 8 protons, 8 neutrons, donc l'énergie de séparation, vous voyez que c'est 15,8 MeV, donc c'est important, donc c'est difficile d'arracher un neutron à ce noyau. Si je prends son isotope, vous voyez que ça c'est un isotope de l'oxygène 16. Si maintenant j'arrache un neutron, donc j'ai ici 8 et ici j'ai 9 neutrons. Vous voyez que 9 c'est impair, donc il sera très facile si vous voulez d'arracher ce neutron-là. Donc vous voyez que je dois fournir uniquement 4 MeV ici. Donc pour arracher un neutron à l'oxygène 16, il faut 15,8 MeV. Et pour arracher un neutron à l'oxygène 17, il faut uniquement 4 MeV. Pourquoi? Parce qu'il y a un neutron célibataire ici, il sera très facile de l'arracher. Donc en conclusion qu'on puisse, si vous voulez, faire ici, c'est que l'oxygène 16, c'est le noyau le plus stable comparé à son isotone suivant ou bien son isotope suivant. Donc ceci indique une plus grande stabilité de l'oxygène 16 par rapport à ses isotopes et isotones. Donc on doit fournir beaucoup plus d'énergie, si vous voulez, pour arracher un proton ou un neutron au noyau oxygène 16. Troisièmement, on vous dit calculer B moyenne à Z pour les noyaux du tableau et discuter de leur stabilité relative. B moyenne, on avait dit, ce n'est rien d'autre que B total divisé par A, le nombre de nucléons. Donc d'après ce qu'on a dans le tableau, donc j'ai l'énergie de liaison totale. Donc pour avoir l'énergie de liaison moyenne, je n'ai qu'à diviser par le nombre de masses. Ici c'est 15, 16, 17, etc. Donc l'énergie de liaison moyenne pour l'oxygène 15, c'est 111,9 divisé par 15. Ici ça va être 127,7 divisé par 16, etc., etc. pour les autres noyaux. Donc je reviens, si vous voulez, à notre exercice. Si je fais ce calcul-là, voilà ce que j'obtiens. Donc B moyenne, c'est-à-dire B sur A, c'est 7,46, 7,98, etc. D'après ce qu'on avait vu avant, l'oxygène 16, c'est le noyau le plus stable. Donc normalement, l'énergie de liaison moyenne doit être la plus grande pour l'oxygène 16 que pour les autres noyaux. Et c'est ce qu'on obtient effectivement dans ce cas-là. Vous voyez que pour l'oxygène 16, c'est 7,98 et pour les autres, c'est toujours moins. Donc l'oxygène 16 est le noyau le plus stable comparé à ces trois isotopes. Donc dans cet exercice-là, on vous dit le tableau suivant donne les valeurs de l'énergie de liaison moyenne B sur A pour les noyaux oxygène 16, carbone 12 et certains de leurs isotopes. On vous donne l'oxygène 12, oxygène 14, oxygène 16, oxygène 18, carbone 12, carbone 14 et carbone 16. On vous dit, on définit S2P à Z et S2N à Z comme étant l'énergie nécessaire pour arracher 2 protons et 2 neutrons respectivement au noyau AZ. La question c'est calculer S2P à Z et S2N à Z en fonction de ces B à Z, B à-2, Z, B à-2, Z, -2.
Donc d'après ce qu'on avait dit avant, donc l'énergie de séparation, c'est l'énergie de liaison du noyau initial moins l'énergie de liaison du noyau de l'état final. Donc dans notre cas là, donc S de P pour le noyau AZ, donc ça va être B à Z moins B à moins 2, pas encore, parce qu'on a arraché 2 protons, et Z moins 2, donc S de N, c'est le noyau initial, B à Z moins B à moins 2, Z, d'accord. On a arraché 2 neutrons, donc le A a diminué de 2, c'est-à-dire le nombre de neutrons a diminué de 2, donc A moins 2. Ensuite, la deuxième question, donc on vous dit calculer S de P, S de N pour les noyaux oxygène 14, oxygène 16 et oxygène 18, comparer les valeurs obtenues et conclure. Donc la première chose, c'est calculer S de N et S de P pour les noyaux oxygène 14, oxygène 16 et oxygène 18. Donc la définition, la première question, on a S de P, c'est B de ce noyau, moins le noyau que j'obtiens à l'état final. Le noyau que l'état final, ça veut dire que j'ai arraché tout simplement 2 protons. Donc si j'ai ici, si j'enlève 2, donc ça va rester 6, et 6 c'est le carbone. Ici c'est moins 2, donc le carbone 12. D'accord? Donc c'est égal à B de ce noyau, BNZ, moins BAZ, moins B A moins 2, Z moins 2, c'est-à-dire carbone 6, 12. D'accord? La même chose pour l'oxygène 16 et pour l'oxygène 18. Maintenant, S de N, c'est la même chose. On avait dit S de N, c'est B A Z moins B A moins 2 Z. Donc Z reste constante, donc ça veut dire que je vais obtenir toujours l'oxygène. Donc ça pour par exemple l'oxygène 14, ça va être oxygène 14, 8, 14, moins l'oxygène 8, et ici c'est moins 2, donc 12, l'oxygène 12. D'accord? Et la même chose pour S2N, l'oxygène 16, ça va être ici l'oxygène 14 parce qu'on a arraché 2 neutrons. D'accord? Mais Z est resté constante. Et voilà ce qu'on obtient. Donc c'est ça les valeurs qu'on nous demande de trouver. Et par la suite, on vous dit de comparer les valeurs obtenues et conclure. Donc pour comparer donc, les valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Par exemple, si je prends S2N, la valeur la plus petite, c'est pour l'oxygène 18. D'accord? L'oxygène 18, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai ici 10 neutrons. D'accord? Et pour arracher 2 neutrons, donc ça va être facile. Donc, je diminue le nombre de neutrons. Et si je diminue le nombre de neutrons, vous voyez, j'arrache 2 neutrons, je vais obtenir un noyau qui est très stable, qui est l'oxygène 16. Donc, ça va être plus facile d'arracher à ce noyau-là 2 neutrons pour obtenir un noyau qui est très stable, c'est l'oxygène 16 qui est un noyau pair. Stable. Si je prends le S2N maintenant, donc S2N, et je regarde où est-ce qu'il est le maximum il est obtenu ici. D'accord? Ça veut dire pour l'oxygène 14. Pour l'oxygène 14, maintenant, s'il perd 2 neutrons, il va nous donner l'oxygène 12. D'accord? L'oxygène 12, c'est un noyau si vous voulez, qui s'éloigne de la zone de stabilité stable. D'accord? Donc c'est difficile d'arracher 2 neutrons à ce noyau pour obtenir un noyau qui est beaucoup moins stable. D'accord? La même chose, maintenant, si je prends le S de P, la plus faible valeur obtenue est l'oxygène 14. Donc si je prends S de P, je constate que pour ce noyau-là, il suffit de fournir uniquement 6,57 MeV pour arracher 2 protons à ce noyau-là. Donc j'ai le cas, si j'arrache 2 protons, donc je vais obtenir ici 6, ça veut dire que j'obtiens le carbone 12. Donc vous voyez que ce noyau-là, il peut facilement céder ces 2 protons pour obtenir un noyau qui est très stable, qui est le carbone 12. D'accord? Et pour les autres, vous voyez que le fait, si vous voulez, de perdre 2 protons, ça donne le carbone 14 et le carbone 16 qui sont beaucoup moins stables. Donc ça veut dire que ça va être un peu difficile d'arracher des neutrons à ces noyaux-là pour obtenir des noyaux qui sont beaucoup moins stables. Voilà ce qu'on peut dire sur cet exercice-là. Et merci pour votre attention.